tout le monde. Merci beaucoup d'abord, Maryse, Mathilde, Juliane, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'intervenir dans ce colloque. Et merci de façon générale pour le travail que vous faites avec les autres co-titulaires pour animer la chaire depuis maintenant plus qu'un an. La chaire est remarquablement dynamique et pertinente. Et merci, j'ai vu Solange aussi tout à l'heure, donc à tous les titulaires et co-titulaires de cette chaire. C'est aussi un plaisir d'intervenir dans une séance avec Michel Vieillorca, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Donc, le thème est celui de la liberté d'expression et la démocratie. Personnellement, dans mes travaux, dans mes réflexions, je suis arrivé à la liberté d'expression, disons, par deux voies distinctes et complémentaires. D'une part, par une réflexion davantage en philosophie du droit sur ce que sont les grandes libertés fondamentales ou les droits fondamentaux en tant que catégorie normative, à la fois éthique et juridique. Qu'est-ce qu'un droit et qu'est-ce qu'un droit fondamental en particulier, y compris la liberté d'expression et les autres grandes libertés. Et aussi, j'y suis arrivé davantage de façon indirecte, donc dans la première, disons, phase de ma carrière comme professeur de philosophie et chercheur en philosophie. Donc, j'ai beaucoup travaillé, comme Maryse l'a dit, sur le fait du pluralisme des valeurs, le fait du pluralisme des conceptions du bien, la diversité culturelle et religieuse des sociétés contemporaines, toute la question des droits des minorités, des rapports entre minorités et majorités. Lorsque j'étais moi-même étudiant, c'était le temps des grandes réflexions sur la politique de la reconnaissance, entre autres stimulé par un texte important de Charles Taylor. Et ça m'a mené, en même temps que le Québec commençait à débattre de laïcité et de liberté de religion, donc ça m'a mené à ces thèmes de la tolérance, la laïcité, la liberté de conscience, entre autres dans le contexte de la commission Bouchard-Taylor, à laquelle j'ai eu la chance de collaborer. Par le biais de cette réflexion sur les conditions d'une coexistence pacifique en conditions de diversité, dans plusieurs cas, les polémiques qui faisaient rage concernaient différentes prises de parole de certains groupes. Et de façon plus large dans la société, au départ, entre autres, donc dans le travail en philosophie politique, lorsque moi, je me suis familiarisé avec les débats en philosophie politique, c'était dans les années bien après que la fatwa contre Salman Rushdie a été prononcée, mais il commençait à avoir des travaux sur comment penser ce genre de menace à la liberté d'expression. Et dans les décennies qui ont suivi, toutes la question des débats sur les caricatures d'abord danoises et ensuite publiées dans Charlie Hebdo, sont venus les différents attentats meurtriers contre Charlie Hebdo, mais aussi le Bataclan, mais aussi des événements plus tard au Québec contre l'attentat à la mosquée de Québec, d'autres du même genre aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite, jusqu'à la triste et tragique attaque récente contre Salman Rushdie. Donc, ce panorama montre comment il ne s'agit pas d'enjeux qui sont récents. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on voit que les conditions une espèce de la tolérance, d'abord et avant tout, et d'une espèce de coexistence juste et harmonieuse entre des citoyens de différentes origines, aux identités multiples, et ainsi de suite, comment ça pose problème. Tout récemment, encore, vous avez peut-être vu, par exemple, si on prend un pays parmi d'autres, l'Allemagne, soit des élus ou des candidats ou du personnel politique attaqués, parfois en pleine rue, sur la base de leurs idées et de l'expression de leurs idées. D'un autre côté, des personnes désinvitées ou annulées parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir endossé de prononcer des propos pro-palestiniens. Et ça, c'est dans un pays comme l'Allemagne aujourd'hui. Donc, ces questions sont encore très problématiques, complexes et délicates. Notre contexte à nous est encore plus complexe
que celui qu'on a connu dans les dernières décennies, en bonne partie en raison d'un phénomène que Michel a mentionné, c'est-à-dire la transformation numérique de la sphère publique. Ce n'était pas une donnée avec laquelle il fallait composer lorsqu'on a commencé à réfléchir aux enjeux soulevés par la liberté d'expression et les différents conflits, désaccords que ça suscite. Voilà. Donc, la sphère publique, telle que, par exemple, Habermas l'a thématisé et d'autres, est un lieu, évidemment, crucial dans une société démocratique. C'est là que se forme l'opinion publique et la volonté démocratique. C'est le lieu des échanges, des débats qui permettent, idéalement, dans le meilleur des cas, une prise de décision éclairée par des débats sur les différentes positions politiques que l'on peut adopter. Et cette sphère publique est évidemment radicalement transformée maintenant par les nouveaux moyens de communication et d'information. Parmi les propriétés de cette nouvelle sphère publique, par exemple, ces nouveaux médias, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, ainsi de suite, permettent, entre autres, de s'exprimer beaucoup plus facilement de façon anonyme, sous des pseudonymes, par exemple. Et évidemment, lorsqu'on s'exprime de façon anonyme, notre réputation n'est pas en jeu, parce qu'on cherche à dissimuler notre identité, ce qui donne une plus grande liberté parce qu'on n'a pas nécessairement assumé les conséquences de nos actes de parole. Il y a une démultiplication des actes de parole, des actes expressifs. Ça permet une très grande démocratisation de la prise de parole parce que dès lors qu'on a accès aux plateformes, aux réseaux sociaux et ainsi de suite, on peut prendre la parole, alors qu'avant, il y avait plusieurs filtres, comme on le sait. C'est pas tout le monde qui pouvait publier régulièrement des lettres ouvertes dans les différents quotidiens et ainsi de suite. Ces moyens de communication créent des formes de communication qui sont désincarnées, où on n'a pas à discuter avec une autre personne en chair et en os devant nous, ce qui, normalement, impose une forme de respect, de retenue, étant donné qu'on sait qu'on a affaire à une autre personne qui peut être blessée, heurtée et qui mérite, de façon générale, notre respect et ainsi de suite. Et ça permet aussi une sorte de viralité qui était très difficile à créer avant. Et ça, c'est bon parce que, entre autres, parce que ces plateformes sont des algorithmes d'intelligence artificielle permettent à ces plateformes d'opérer et permettent plus facilement de créer de la viralité de différentes façons, au moins de deux grandes façons. Plus récemment, on a affaire donc à des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont des IA qu'on appelle génératives, qui permettent de créer du contenu, soit dans une langue naturelle ou soit des images et ainsi de suite, de façon très facile, efficace. Et du contenu qui, on peut penser que jusqu'à tout récemment, du moins, ça prenait une personne, un esprit humain pour créer ce genre de contenu, et maintenant on peut facilement le générer grâce à des IA génératives. Et il y a une forme d'IA plus, disons, insidieuse, plus à l'arrière-plan, qui sont ce qu'on appelle les systèmes de recommandation, les algorithmes prédictifs qui nous recommandent du contenu en temps continu lorsqu'on est sur différentes plateformes numériques. Donc, des algorithmes prédictifs qui cherchent à prédire ce qui va nous faire passer plus de temps sur la plateforme, ce qui va nous faire cliquer sur des publicités, ce qui va nous faire partager du contenu, ce qui va nous faire répondre. Donc, c'est l'engagement, c'est l'attention que l'on cherche à capturer grâce à ces différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est une transformation radicale de la sphère publique. Et ce n'est pas ontologiquement qu'il y a deux sphères publiques. Il y a une seule sphère publique
mais qui est hybride maintenant, qui a été radicalement transformé par le numérique. Mais évidemment, ce qui se passe à l'Assemblée législative, dans les médias traditionnels, imprimés ou électroniques, ça compte encore, hein, mais cette sphère publique donc, a été radicalement transformée d'une façon qui rend quelque chose comme un des grands projets hein, des philosophes des Lumières, hein, la construction d'une sphère publique éclairée où le débat rationnel et raisonnable est possible. Ça rend ce projet, hein, qui a toujours été un idéal, hein, impossible à réaliser parfaitement, mais ça rend la réalisation, l'approximation de ce projet encore beaucoup plus difficile aujourd'hui. Hein. Donc, les termes du débat et de la réflexion ont changé et je pense que lorsqu'on s'intéresse, donc, comme le font les chercheurs de la chaire, à la liberté d'expression, donc il faut continuer à réfléchir évidemment à la liberté d'expression, mais il y a un enjeu qui est plus large, plus structurant pour notre époque, c'est celui de la régulation du discours de façon générale et la liberté d'expression et son encadrement, c'est un aspect de cet enjeu plus large de la régulation du discours et des prises de parole. Mais je vais essayer de montrer comment la réflexion sur la liberté d'expression, ça ne peut être qu'une partie donc de notre réponse face à ces nouveaux défis qui, par exemple, mettent en jeu toute la question de la politique de modération des différentes plateformes numériques. Et ça, donc, comme je disais, ça inclut la liberté d'expression, mais ça la dépasse. Ceci étant dit, pour amorcer cette réflexion, il faut revenir à la question du sens, de la valeur de la liberté d'expression, à les limites de la liberté d'expression. Ça demeure un point de départ incontournable. Je vais vous laisser essayer de le... lorsqu'on réfléchit maintenant donc, au sens, à la valeur et aux limites de la liberté d'expression, ça nous place dans une situation ou en tout cas, ça situe au moins le libéralisme, là, entendu de façon, disons, plus philosophique là, qu'économique, là, mais de cette espèce de philosophie morale et politique qui, ancrée dans l'égale dignité des êtres humains, considère hein, que chaque être humain devrait avoir accès à une gamme de droits et libertés fondamentaux. Donc, ça situe le libéralisme en philosophique dans une situation très inconfortable. Hein. C'est ce que j'appelle l'inconfort du libéralisme, et en particulier du libéralisme démocratique et égalitariste. Donc, le libéralisme qui se soucie vraiment de l'égalité entre les citoyens et d'une conception assez matérielle aussi de l'égalité, là, comment, d'un point de vue matériel et concret et réel, tous les citoyens peuvent vraiment bénéficier de ce droit à l'égalité, parce qu'il y a des tendances évidemment plus libertariennes, hein, au fond, au sein du libéralisme, mais lorsqu'on est un égalitariste libéral, la question de la gestion, de l'aménagement, de la liberté d'expression pose des défis difficiles et place cette philosophie dans une situation très inconfortable. Hein, et c'est très près, rien de surprenant, de ce que Popper appelait hein, le paradoxe de la tolérance. Hein, donc, de façon plus spécifique, hein, la liberté d'expression est une valeur fondamentale des régimes démocratiques et libéraux. C'est à la fois une liberté subjective fondamentale et une condition de possibilité du débat démocratique. C'est une condition de possibilité de l'avancement de la culture, des arts, de la science et ainsi de suite. Mais, comme on le sait très bien, la liberté d'expression peut aussi être utilisée d'une façon qui a pour effet hein, d'affaiblir les institutions démocratiques et d'exclure des citoyens, de les stigmatiser, de les dénigrer et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est une situation qui est particulièrement inconfortable. Mais tentons d'abord de revenir au sens hein, de la liberté d'expression et pourquoi je pense qu'on devrait tous, hein, peu importe nos tendances philosophiques et théoriques et ainsi de suite, voir la liberté d'expression comme une liberté fondamentale. On peut on peut prendre au moins deux points de vue qui, à mon avis, sont complémentaires, hein, ils ne sont pas en opposition. On peut penser que la liberté d'expression a une valeur intrinsèque, hein, qu'elle a une valeur en elle-même et elle a une valeur intrinsèque parce qu'elle permet quelque chose comme l'expression de soi, qu'elle est liée à l'épanouissement, aux conditions de l'épanouissement pour les uns et les autres. Hein. Ça nous permet de découvrir et d'exprimer qui nous sommes, d'exprimer
d'expérimenter et d'exprimer différents modes de vie et ainsi de suite. Et pensons sérieusement à ce que, pour plusieurs d'entre nous, du moins, est-ce que c'est véritablement possible de se réaliser, de s'accomplir si notre liberté d'expression est fortement limitée? Dans plusieurs des cas, la réponse va être non. Hein. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'épanouissement de soi. On peut aussi attribuer, hein, et là j'en viens à John Stuart Mill, une valeur, disons, dérivée ou instrumentale à la liberté d'expression. Hein. C'est-à-dire que la liberté d'expression est une liberté fondamentale, mais c'est parce qu'elle sert autre chose, hein, d'autres biens, d'autres finalités qui ont une très grande importance pour nous. Et c'était ce genre de justification que John Stuart Mill a donné pour justifier sa conception très généreuse et large, hein, de la liberté d'expression. Pourquoi il s'agit de la reconnaissance d'une valeur, disons, instrumentale chez Mill? Parce que chez Mill, disons, il y a plusieurs types d'arguments, mais les arguments les plus forts et célèbres sont des arguments de nature qu'on appelle épistémique, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de la protection de la liberté d'expression pour que chacun, on puisse poursuivre notre quête de la vérité, hein, comprendre le monde, acquérir des nouvelles connaissances et surtout en arriver à des opinions justes, justifiées, raisonnables, fondées sur les faits, fondées sur les meilleurs arguments et ainsi de suite, à propos des différents enjeux normatifs, hein, sur lesquels on doit se positionner comme citoyen ou collectivement. Donc c'est cette valeur-là épistémique qui fait de la liberté d'expression une liberté fondamentale, et c'est très fondamentalement lié chez Mill aux limites et défaillance ou du moins à la faillibilité, hein, de l'esprit humain. Hein. Lorsqu'on est laissé à nos propres lumières, on a des capacités, hein, cognitives réelles, mais elles sont limitées, elles sont faillibles, on se trompe souvent, soit qu'on n'a pas accès au savoir, ou soit qu'on forme des croyances fausses, hein, sur le monde ou injustifiées par rapport à ce que l'on devrait faire, et on a besoin d'être exposé à des points de vue distincts, différents, contradictoires. On a besoin d'être confronté pour cheminer, hein, vers soit la vérité ou soit vers des conclusions qui sont mieux justifiées parce qu'elles ont été soumises, hein, à ces contre-arguments, à cette espèce de jeu dialectique qui nous permet graduellement, hein, de corriger, hein, nos mauvais arguments ou nos fausses croyances. Hein. Donc c'est en ce sens-là que la liberté d'expression a une valeur instrumentale chez Mill. Une chose que je veux prendre le temps de mentionner, parce que, bon, lorsqu'on lit, disons, de la liberté en l'extrayant du corpus millien, on peut oublier que, parce qu'il semble, hein, de la position, disons, la plus libérale que l'on peut défendre, hein, sur la liberté d'expression, mais il ne faut pas oublier que, d'un point de vue sur le plan de la théorie éthique de façon plus générale, Mill était un utilitariste, hein, qui a révisé la thèse utilitariste de Bentham, mais qui a continué à y adhérer. Donc, c'était au final, hein, une justification utilitariste, hein, pour la liberté d'expression, c'est-à-dire que, en respectant de façon très large et généreuse la liberté d'expression, on crée plus d'utilité sociale, hein, donc c'est-à-dire qu'on contribue mieux à favoriser le bonheur ou le bien-être, hein, pour le plus grand nombre, hein, dans une société donnée, en protégeant de façon très robuste la liberté d'expression. Donc, en ce sens, hein, il n'y a pas de contradiction forte chez Mill entre le libéralisme, où le libéralisme est justifié au nom d'une doctrine utilitariste plus générale. Et là, si on veut être un bon utilitariste, il faudrait aussi prendre en considération dans le calcul, là, dans certains cas, des actes expressifs en créent de la désutilité. Hein, ils créent des torts, des dommages et ainsi de suite. Donc, il faudrait prendre ça en considération. Mais l'idée de Mill, là, est que, disons, en moyenne, hein, de façon générale, on va favoriser le bien-être du plus grand nombre en protégeant de façon très large, presque de façon absolue, la liberté d'expression. Parce que de toute façon, si on se met à juger au cas par cas quel acte de parole crée de l'utilité versus de la désutilité, et ainsi de suite, c'est impossible à faire ce genre de calcul. Et au final, on y gagne collectivement si on protège de façon très forte la liberté d'expression.
On pourrait aussi penser à des justifications plus kantiennes de la liberté d'expression. Un philosophe contemporain important, Tim Scanlon, par exemple, donc on arrive à des conclusions très proches de celles de Mill sur cette conception très large et généreuse de la liberté d'expression, mais pour des raisons différentes. Et entre autres, on a besoin d'une protection forte de la liberté d'expression, selon lui, au nom de la promotion de l'autonomie rationnelle de tous les citoyens. Hein. Et c'est en ce sens-là que c'est plus kantien. Et l'idée est que, en protégeant votre liberté d'expression, c'est une forme de reconnaissance de mon autonomie rationnelle aussi, en ce sens que je suis le juge de la valeur de vos propos. Personne d'autre que moi peut juger si ces propos ont de la valeur, s'ils sont vrais, s'ils sont éclairés, et ainsi de suite. Je dois être le juge de la qualité de vos propos, donc j'ai intérêt à ce que votre liberté d'expression aussi soit respectée. Hein, et ça le mène donc à une conception très large encore, où les limites de la liberté d'expression vont être le plus minimal possible. Donc ça, c'est chez Scanlon. Donc ça, c'est une autre citation qui montre cette conception, disons, épistémique de la liberté d'expression. Un point qu'on devrait garder en tête. Plusieurs se réclament de Mill aujourd'hui pour défendre, disons, la conception la plus large possible de la liberté d'expression, et c'est de bonne guerre. Hein. Il y a des milliers contemporains aujourd'hui, et c'est tout à fait acceptable. Mais, bon, comme nous l'ont rappelé certains historiens de la philosophie, on a tout avantage aussi à replonger les auteurs le plus possible dans leur contexte, dans l'espèce d'imaginaire social dans lequel ils ont élaboré leur position philosophique. Et rappelons-nous au moins minimalement que Mill était donc un Anglais du 19e siècle et qui défendait des positions sur la liberté d'expression dans un contexte où le suffrage universel n'était pas encore acquis. Non seulement les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, mais ce n'était pas tous les hommes qui avaient encore le droit de vote. Les propriétaires fonciers avaient des privilèges politiques que d'autres n'avaient pas. C'était évidemment dans un contexte bien avant la grande démocratisation de l'éducation de façon générale et de l'enseignement supérieur en particulier, avant les grandes campagnes d'alphabétisation et ainsi de suite. Donc ceux qui avaient accès à la sphère publique était une petite élite lettrée, et c'est un contexte radicalement différent du nôtre aujourd'hui, à la lumière de cette grande démocratisation de l'accès à la sphère publique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il n'y avait aucune technologie qui permettait, par exemple, de créer, qu'une personne crée 50 comptes gérés par des pseudonymes ou d'utiliser des bots, des robots conversationnels pour rendre des propos plus viraux et ainsi de suite. C'était même pas imaginable, concevable pour Mill. Donc, qui sait ce qu'il aurait pensé de l'encadrement de la liberté d'expression dans un contexte aussi différent que le nôtre aujourd'hui? Personne ne le sait. On peut s'inspirer de sa pensée, mais ce qu'il me semble évident, c'est que sa conception de la liberté d'expression est une conception qu'on pourrait appeler aussi doxastique. L'idée de la liberté d'expression est importante parce qu'elle nous permet de formuler des croyances et des opinions. On a tous besoin de formuler des croyances sur comment on devrait mener sa vie, comment on devrait résoudre différentes questions politiques et ainsi de suite. Et étant donné les limites de notre esprit, on a besoin de ce choc constant des idées. Mais c'est vraiment lié à la formation des croyances et des opinions. Donc, par exemple, une telle conception de la liberté d'expression très doxastique, c'est pas clair du tout qu'elle nous dit, oui, un utilisateur devrait avoir le droit de faire circuler des fausses nouvelles, par exemple. Comment une fausse nouvelle peut contribuer à la formulation, disons, éclairée des opinions des uns et des autres. Et j'entends fausse nouvelle là, dans le sens des travaux maintenant nombreux en épistémologie sociale qui cherchent à comprendre les différentes formes d'expression sur, par exemple, les plateformes numériques. Et une fausse nouvelle est
un acte expressif qui prend la forme d'une nouvelle, qui cherche à se faire passer pour une nouvelle, un article de journal ou ainsi de suite, mais qui évidemment colporte du contenu complètement faux, mensonger et ainsi de suite, mais en voulant se faire passer par une nouvelle produite par un média en bonne et due forme. Donc, comment partir de la conception épistémique et doxastique de la liberté d'expression pour justifier le droit de produire, de manipuler l'opinion publique en générant des fausses nouvelles? Je ne pense pas qu'on y arrive en partant de Mill. Si on veut défendre ça sous le principe de la liberté d'expression, il faut s'y prendre autrement. Même chose par rapport à créer de multiples comptes pour donner l'impression que plusieurs défendent une position et d'utiliser des... Bon, l'utilisation des pseudonymes, ça pourrait se justifier dans certains cas, mais créer des robots conversationnels pour générer de la désinformation, on est très, très, très loin des justifications de la liberté d'expression chez Mill lorsqu'on a affaire à de tels moyens de communication. D'accord? Donc, c'était ce que je voulais rappeler par rapport à Mill et comment sa pensée ne s'applique pas aussi facilement qu'on le pense lorsque vient le temps de penser les défis de la sphère publique numérique contemporaine. OK, autre point, aussi c'est davantage un ensemble de remarques qu'une thèse très fine que je veux partager avec vous. C'est au sujet donc des limites maintenant de la liberté d'expression, et ce que je voudrais soumettre à votre réflexion, c'est que plusieurs aujourd'hui se réclament de ce qu'ils appellent une position absolutiste par rapport à la liberté d'expression. Des gens sérieux et parfois moins sérieux se réclament d'une telle position, et ce que je veux vous soumettre à votre réflexion, c'est que personne n'est véritablement un absolutiste par rapport à la liberté d'expression, ni même par rapport à aucune des autres libertés fondamentales, à mon avis. Mais on sait que c'est quand même une position répandue. Dans certains cas, on comprend très facilement pourquoi certains vont se réclamer d'une telle position. Si on est un Salman Rushdie, on peut pardonner entièrement cette propension à vouloir défendre une conception la plus absolue possible de la liberté d'expression. Mais lorsqu'on est, par exemple, un Elon Musk et qu'on gère de façon assez erratique la liberté d'expression des autres sur X, c'est plus difficile à expliquer et à accepter. Donc, pourquoi personne n'est véritablement absolutiste par rapport à la liberté d'expression? Parce que, bon, tout le monde peut réaliser que le discours peut facilement mener d'abord, avant tout, à la violence. On peut, suite à des paroles, facilement encourager la violence. On peut encourager donc des attentats, des attaques contre l'intégrité physique des uns et des autres. Et ça, c'était la limite à la liberté d'expression chez Mill. Même chez la défense, pour la défense la plus forte, donc de la liberté d'expression, il y avait un principe limitatif qu'on a appelé après Mill le harm principle, donc le principe de non-préjudice à autrui, où il ne faut pas causer du tort à autrui. Mais chez Mill, ce qu'il faut remarquer, c'est que le harm, le tort, le préjudice, est défini de façon assez restreinte. Et c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vraiment lorsqu'on utilise la parole pour encourager donc la violence, essentiellement, s'en prendre physiquement à d'autres. Donc la conception du tort à autrui ici est définie de façon très étroite, trop étroite à mon avis, mais ça demeure une position importante en philosophie aujourd'hui, et je parlais de Tim Scanlon par exemple, plusieurs autres penseurs américains aussi qui ont tendance à vouloir, disons, offrir une justification philosophique du régime de protection de la liberté d'expression aux États-Unis avec le premier amendement qui donc fait en sorte qu'il est difficile de limiter la liberté d'expression outre que pour empêcher les fighting words, les appels à la violence vraiment clairs. Donc, chez Mill, c'est la première limite et la seule limite acceptable pour protéger autrui, mais d'une façon très, très, très physique contre la violence. Une autre façon qu'on a, qui me semble parfaitement
nécessaire et justifié d'élargir donc cette notion du tort à autrui, c'est de vouloir interdire aussi les discours de haine, les propos haineux. Et outre certaines exceptions, bon, les États-Unis, la plupart, mais là il y a des bien plus grands spécialistes que moi sur cette question ici, la plupart des pays acceptent que l'interdiction des propos haineux est une limite acceptable, raisonnable, justifiée à la liberté d'expression. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire d'y voir là une limite aussi à la liberté d'expression. Mais évidemment, ce qui est crucial là, c'est de bien définir ce qui est la haine et ce qui relève donc de propos haineux. Et bon, je pense qu'on peut dire que la haine englobe là les propos qui vont manifester la forme d'aversion la plus forte et radicale envers, la plupart du temps, un groupe de personnes sur la base d'une propriété partagée par les membres de ce groupe, que ce soit la couleur de leur peau, leur religion, leur genre et ainsi de suite. Donc, c'est les formes d'aversion les plus fortes, des formes d'aversion qui relèvent vraiment de la détestation ou du dénigrement très radical, où on va diaboliser aussi les membres du groupe en les présentant comme une menace très importante. Et la forme de mépris envers eux va être très prononcée aussi. Et souvent, ça va être soutenu par une forme d'essentialisme, c'est-à-dire que tous les membres de ce groupe partagent ces propriétés qui sont jugées extrêmement nocives, toxiques, dangereuses et ainsi de suite. Donc, on a là une sorte de... C'est une des façons de reconnaître les propos haineux. On a là, je prends la peine de le mentionner, un passage d'une décision de la Cour suprême du Canada, parce qu'une des critiques de cette position va être que, bon, c'est difficile vraiment de bien délimiter ce qui relève de la haine et qu'on va avoir tendance à inclure des propos qui ne sont pas véritablement haineux et qui devraient être acceptés dans une société démocratique où on bénéficie de la liberté d'expression et où on peut critiquer différentes positions, différentes visions du monde et ainsi de suite. Mais lorsqu'on lit, par exemple, ce passage, on réalise que c'est possible quand même d'en arriver à une conceptualisation suffisamment précise de cette catégorie juridique. Donc, voyons la citation. La haine correspond à un sentiment de détestation, de malice extrême qui n'admet chez la personne visée aucune qualité qui rachète ses défauts, tandis que le mépris s'entend de la condescendance manifestée à l'égard d'une personne ou d'un traitement d'infériorité qu'on lui réserve. Donc, je pense que la conceptualisation de la haine, là, est plutôt acceptable. Celle du mépris me semble particulièrement faible, là, par contre. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'on interdise différentes formes de condescendance envers autrui au nom d'une limite acceptable de la liberté d'expression. Je pense que le mépris désigne une attitude, devrait désigner une attitude beaucoup plus forte. C'est l'idée que les membres d'un groupe ne sont pas dignes d'estime et de respect, qui sont fortement condamnables moralement, et ainsi de suite. Donc là, la conception du mépris semble un peu faible. Une des explications les plus convaincantes, et j'aurais dû inclure une diapo et j'ai oublié, qui a été proposée de la justification de l'interdiction des propos haineux vient du philosophe politique et du philosophe du droit Jeremy Waldron. Et dans un ouvrage consacré, je pense que ça s'appelle « The Harm of Hate Speech » ou quelque chose comme ça, il montre comment les propos haineux, si on les tolère, viennent éroder un bien public, un bien collectif qu'il appelle, disons, l'inclusivité. L'inclusivité, c'est un bien public au sens des économistes, là, c'est-à-dire que c'est un bien qui ne souffre pas d'être parfois insuffisant. C'est un bien dont tous peuvent profiter en même temps sans qu'il en manque, sans qu'il devienne plus rare. Et les propos haineux viennent réduire l'inclusivité comme bien public dans une société donnée. Comment? Les propos haineux, c'est si, par exemple, il y a des slogans qui, comme on en a trouvé au Québec à certaines époques, mort aux musulmans et des choses comme ça. Lorsqu'on voit de tels propos, la personne qui est visée réalise que
Donc là, il y a des concitoyens qui considèrent que je ne devrais pas être ici, que je ne fais pas partie du groupe, que je suis même une menace pour le groupe, que des violences à mon égard pourraient être acceptables, qu'on devrait me chasser du corps social et ainsi de suite. C'est en ce sens-là que les propos haineux en réduisent l'inclusivité. Waldron dit « The stakes change » pour celui qui est exposé à des propos haineux qui le concernent, où on réalise que je ne suis pas bienvenu ici, je suis vu comme inférieur et comme une menace. Donc, il me semble que ça montre bien comment les torts causés par les propos haineux sont importants et ça justifie, à mon avis, une interdiction juridique. Et ça permet de répondre aussi à des philosophes comme Scanlon qui considèrent que c'est pas acceptable. On peut réprouver des propos haineux, mais on ne devrait pas les interdire, selon lui, parce que si on réprime les propos haineux, si on les interdit, c'est qu'on se dit que, d'autres risquent d'agir sur la base de propos haineux, et c'est ce qui est reconnu donc, par la Cour suprême. Mais ceux qui sont condamnables, par exemple pour un Scanlon, c'est ceux qui agissent sur la base de propos haineux et non pas ceux qui s'en sont tenus à des actes expressifs qui, en eux-mêmes, ne causeraient pas de tort, mais disons dans un sens plus de la violence physique. Mais je pense que c'est une conception trop étroite lorsque on réalise le tort, y compris le tort psychologique, mais aussi les risques du passage à l'acte que créent les discours haineux. Je pense que ça nous donne des justifications suffisantes pour limiter la liberté d'expression, pour les interdire. Donc, incitation à la violence, c'est une des limites. Incitation à la haine, propos haineux, deuxième limite qui me semble être acceptable. À ce stade, il faut quand même tenter de répondre à ceux qui soulèvent la préoccupation tout à fait légitime de disant comment on fait encore là pour s'assurer que seuls les propos véritablement haineux soient interdits? Est-ce que ça risque pas de faire en sorte aussi qu'on interdise des propos qui peuvent choquer, blesser, heurter, mais qui ne sont pas véritablement haineux, et que est-ce que c'est pas s'en remettre au fond à la subjectivité de ceux qui se sentent blessés et atteints dans leur dignité. On parlait tout à l'heure, entre autres, des propos qui sont vus comme blasphématoires, mais je pense que c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime, mais je pense qu'on peut aussi y répondre. Et la façon d'y répondre, c'est en s'assurant que le discours haineux, comme catégorie juridique, il faut s'assurer qu'il soit bien circonscrit. Il va y avoir des cas difficiles, et il va y avoir des cas qui vont être vraiment à la frontière entre le haineux et le blessant. Et effectivement, mais c'est toujours le cas en droit qu'il y a des cas difficiles, étant donné ce qu'on appelle parfois la texture ouverte du langage, le caractère flou de nos catégories normatives. Il va y avoir des cas difficiles, mais c'est le rôle des tribunaux de régler ces cas difficiles de la façon la plus acceptable possible. OK. Donc, je vois qu'il me reste environ 5 minutes, si je ne me trompe pas, parfait. Donc, si on pense qu'il y a là une limite acceptable à la liberté d'expression, on a quand même affaire encore à une difficulté. C'est ce que j'appelais l'inconfort du libéralisme tout à l'heure. On va avoir affaire à une sorte de continuum sémantique. Il y a des discours de haine, il faut tenter de les circonscrire, mais il va y avoir des propos, des discours, des actes de parole qui vont s'en approcher, mais qui entreront pas dans la catégorie des discours de haine, mais qui peuvent avoir ces différents effets d'un point de vue performatif, de réduire l'inclusivité ou de s'attaquer à la dignité de certains groupes ou du sentiment qui sont chez eux ici ou qui font partie du nous et ainsi de suite. Donc ça nous
condamne, au fond, à accepter ce genre de propos qui se rapprochent du discours de haine, mais qui n'en font pas partie, ou qui, sans être des propos haineux, ont ces mêmes effets sur ceux qui sont visés. Et là, ce qu'on constate dans la sphère publique, c'est que certains acteurs sont devenus des experts de la conception de propos qui vont s'arrêter à la porte du discours haineux, qui vont s'arrêter juste avant, mais qui vont quand même diminuer la confiance, par exemple, qu'on a envers les personnes qui sont visées. Et je pense, des cas les plus évidents, donc Geert Wilders, dont on a entendu beaucoup parler dernièrement aux Pays-Bas. On pourrait penser à Zemmour en France aussi. Donc dans les deux cas, je pense que les deux ont été condamnés pour propos haineux à un moment ou à un autre, mais la grande majorité de leurs actes de parole, donc plusieurs d'entre eux, du moins, visent justement à cibler, stigmatiser des membres de groupes sans entrer dans cette catégorie donc du discours de haine. Lorsque Wilders demande à une foule, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Marocains ici? Évidemment, ça a pour effet de réduire l'inclusivité au sens de Waldron et de faire en sorte qu'on va avoir une sorte de méfiance et peut-être même d'aversion envers les personnes visées. Lorsqu'il dit si j'étais élu, les Corans et les mosquées seraient bannis. Donc là, on est où exactement dans le continuum? C'est peut-être difficile à évaluer, mais c'est clair qu'il y a toute une gamme de propos qui ne se rendent pas à la haine, mais qui entraînent le même genre d'effet. Et j'ai vu dernièrement que pour former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas, donc il a renié cette promesse, cet engagement à bannir les mosquées et les Corans dernièrement. Donc on pourrait multiplier les exemples de ce genre d'actes expressifs qui entraînent ces effets sans être des discours de haine. Et ce avec quoi je veux terminer, et là on est vraiment au cœur de l'inconfort du libéralisme, et ça explique l'espèce de pessimisme que j'ai lorsque je pense à ces différents dilemmes et tensions. Je pense qu'avec l'interdiction des discours de haine et des appels à la violence, on arrive aux limites de ce que le droit peut faire pour réglementer, réguler le discours. Je ne pense pas qu'on peut aller plus loin dans l'interdiction de certains propos. Donc, il faut penser à d'autres recours, d'autres moyens de lutter contre les actes expressifs qui entraînent ces effets délétères sur certains groupes vulnérables et sur le lien social et sur les conditions au moins de la tolérance. J'allais dire de l'amitié civique, mais je pense que ça serait même beaucoup trop idéaliste de penser aux conditions de l'amitié civique comme le faisaient Aristote et les républicains par la suite, certains républicains, mais au moins les conditions de la tolérance et du respect minimal mutuel. Et donc là, on est dans un contexte où il faut imaginer quels sont les moyens alternatifs. Et ceux qui sont souvent mentionnés, c'est l'idée du contre-discours, du counter-speech. Il faut lutter, il faut offrir des contre-discours à ces discours d'exclusion qui stigmatisent et qui érodent le lien social. Évidemment, c'est difficile de le faire si on est déjà soumis à différentes formes de mépris ou de suspicion très fortes et si on est déjà dans une situation minoritaire, mais on peut penser à des coalitions, à des alliances et ainsi de suite. Mais l'idée est qu'il faudrait penser à des formes de contre-discours qui viennent contredire les représentations qui sont toujours répétées de certains groupes et qui montrent aussi leurs effets et ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble être difficile d'être optimiste par rapport aux effets du counter-speech aujourd'hui dans une sphère numérique qui ne valorise pas les actes de parole plus nuancés, plus raisonnables, plus posés et ainsi de suite. Mais je termine vraiment en disant qu'on semble être rendu à un stade où il faut penser les conditions d'une sorte de reconstruction de ce que, par exemple, chez un Hegel, on appelle la vie éthique d'une communauté, l'espèce de culture éthique et politique d'une communauté qui permettent de rassembler les conditions d'une
coexistence juste et pacifique entre des citoyens qui ont différentes identités et conceptions du monde. Mais c'est extrêmement complexe de penser à cette reconstruction telle que souhaitée par John Dewey de cette culture politique et de cette vie éthique, étant donné les transformations numériques de la sphère publique. Et je termine en disant au moins que la première étape est de commencer à utiliser le droit pour créer des exigences beaucoup plus fortes à l'endroit des plateformes numériques. Il y a assurément des gains faciles qu'on peut faire sur le plan de la régulation du discours sur ces plateformes. Et entre-temps, je pense qu'il faut tous ensemble penser à cette reconstruction de notre culture politique. Je m'en excuse, mais je trouve ça difficile d'être optimiste en la matière aujourd'hui. Voilà, merci.